Stéphane Beau, je commencerai par la façon dont certains de tes contemporains, et qui ne te connaissent pas, a dit de toi, dans le chien dent que nous avons fait, Écume, il me semble que Michel Baglin est fondamentalement généreux parce que curieux, et curieux parce que généreux. Comment tu ressens ces deux adjectifs ? Je suis assez mal placé pour... évidemment, ils sont flatteurs. En tout cas, la générosité et la curiosité, effectivement, me semble... je ne dis pas que j'en sois doté, moi, mais me semble marcher ensemble chez les gens d'une manière générale. Parce que... oui, être généreux, c'est être ouvert. Et la curiosité suppose qu'on aille voir un peu comment ça se passe chez les autres et derrière les horizons, derrière les murs, derrière... Je pense que Stéphane Beau pensait aussi à ton travail littéraire et poétique et d'éditeur, notamment à travers Texture. Sans cela, comment découvrir l'écriture des autres ? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi écrit-on ? C'est difficile et je n'ai même pas la réponse pour ce qui me concerne. Mais je suis persuadé, et depuis presque toujours, que l'on écrit, de même sans doute que l'on peint ou que l'on joue de la musique, pour partager, pour échanger avec l'autre. Après tout, c'est l'échange interhumain qui fait pratiquement notre raison d'être. Quand on n'est pas, comme moi, croyant, quand on ne croit pas à une divinité qui donnerait du sens à la vie, je crois que la vie n'en a pas particulièrement. En revanche, les humains, on a besoin d'être reconnus par les autres humains en tant qu'hommes, en tant qu'êtres désirants, souffrants ou se réjouissant. Et c'est l'échange qui fait tout. Alors l'échange, on l'a où ? On l'a à travers les arts, d'une manière générale, et singulièrement à travers la littérature, et plus singulièrement encore, je crois, à travers la poésie. Alors l'échange, ça suppose d'écrire, de lire, et puis de donner toutes ces chances au passage des uns aux autres, de cette parole. Alors évidemment, ça m'a amené à écrire, à lire, ça m'a amené à publier une revue, ça m'a amené aujourd'hui à publier des articles, à faire des critiques d'une part, depuis 40 ans, je fais des critiques dans la presse, et puis aujourd'hui à faire à travers un site, Texture, revue-texture.fr, revue-texture.fr, faire un échange, non pas de texte, parce que ce n'est pas une revue de création, mais un échange de lecture, de point de vue, d'écoute, de regard. De commentaires, voire contradictoires. Puisque une dizaine de personnes y collaborent, en plus de mes propres critiques. Voilà, et donc, effectivement, je n'arrive pas à imaginer que je puisse développer, moi, ma propre écriture, ma propre création, hors de cette circulation. De circulation à travers les revues, Alors j'ai pas fait grand chose, je suis pas vraiment un éditeur, parce que je fais un peu d'édition, mais c'est par rapport aux éditeurs qu'on peut voir ici, c'est peanuts. Mais les revues, oui, et puis le travail de critique aussi. Le mot poésie et tout ce qu'il peut indiquer dans son domaine de nuit et de jour, c'est essentiel pour toi, parce que oui. Ce mot-là guide tes rêves et tes réalités de créateur. Oui. Dans Poésie et Pesanteur aux Ateliers du Guet, tu t'es expliqué largement là-dessus. Oui, je crois que ce livre-là, c'est un essai où son titre l'indique, j'associe la poésie pour moi à ce qui est la présence au monde, le fait d'être là, de prendre pied dans le monde. Je dirais, en raccourci, dans le réel, mais le réel, sait-on ce que c'est ? Il faut le mettre entre guillemets, le réel, bien sûr. Mais enfin, on sait quand même qu'il y a une réalité. La réalité, c'est ce qui nous oblige souvent, ce qui nous contraint. Donc, on sait bien qu'elle existe. Et en tout cas, qu'on la subit d'une certaine manière. Et donc, moi, je crois que la poésie, c'est ce qui nous ancre. D'une façon toute simple. La poésie marche souvent, fonctionne à travers des images. La poésie, ça n'est pas nommer une émotion, c'est la faire ressentir, la faire éprouver à son lecteur ou à son auditeur. Donc elle procède notamment par image, mais aussi par sonorité, par rythme, par musicalité. Mais tout cela renvoie à une expérience du corps, à l'expérience de chacun.
à l'expérience, à la mémoire sensible, sensuelle. Donc tout cela nous ancre déjà à l'émotion, à la sensation. Cette mémoire sensible et sensuelle, tes titres la traduisent en quelque sorte. Je cite: l'alcool des vents, un présent qui s'absente, l'obscur vertige des vivants. Oui, alors... Es-tu attaché à l'importance d'un titre par rapport oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, d'autant que, bon, on parle de recueil de poésie, mais... Bon, recueil, je veux bien, mais enfin, recueil, ça suppose une certaine disparité. Je crois que mes livres de poésie ont quand même une architecture. L'obscur vertige des vivants, comme son nom l'indique, c'est le tout vivant et contraint par son inconscient, par sa propre nuit, sa part obscure, si j'ose dire, mais aussi contraint par le mystère de la vie, on pourrait dire l'absurdité. Moi, je suis très camusien dans ce sens-là. Bon, l'absurdité, c'est pas que ça soit absurde, comme le définit Camus, c'est-à-dire que l'homme a des aspirations et le monde ne répond pas à ces aspirations. Et cette contradiction crée de l'absurdité. Bon, devant ça, on est pris à la fois de vertige, d'interrogation, et c'est sensible à travers plein de choses de la vie, du quotidien même. On est des êtres quelque part ballottés et en même temps qui résistent, qui essaient de faire leur chemin, de trouver leur voie, de trouver leur voie dans les deux sens du terme, avec un E et avec un X, de trouver leur parole et de trouver la parole vers l'autre, mais tout en étant ballottés. Et donc c'est ce que j'appelle l'obscur vertige, parce que vivre, tout vivant, est confronté à ce vertige qui ne peut pas forcément nommer. Après, un présent qui s'absente, c'est pareil, c'est la difficulté d'être au monde, d'être là, d'être présent, parce qu'au fond, c'est très difficile d'habiter le présent, on est toujours quelque part un peu en exil, soit dans la nostalgie, dans le passé, dans la ressouvenance, soit dans les projets qui nous émandent, qui nous mettent en action peut-être, mais qui nous empêchent d'être pleinement là. Et c'est très difficile d'être là. Je crois que la présence au monde, c'est une conquête quotidienne. Or, la poésie nous aide à être plus présent, parce que lire un poème, c'est affûter son regard, affûter son odorat, affûter sa sensibilité, c'est s'enrichir du regard des autres qui va agrandir le nôtre. Alors, que demandes-tu au poème, au mot du poème? Quelle est ton exigence? Alors, au mot, rien, parce que les mots sont des mots, et c'est leur agencement qui fait le poème. C'est leur juxtaposition, c'est leur rencontre. Bon, on le sait bien, le mot en soi, c'est pas grand-chose, sauf quand on invente des mots, bon, les néologismes. Mais par contre, ce que je demande au poème, c'est d'abord, c'est de m'émouvoir, et dans émouvoir, il y a cette notion de mouvement, de mouvoir aussi, de faire bouger quelque chose, de faire bouger pas seulement dans la sensibilité, dans le sens, dans l'émotion, faire bouger aussi dans les représentations, Émouvoir, alors est-ce qu'on approcherait d'une certaine manière ce que peut être le lyrisme en poésie? Oui, je pense, moi je conçois mal une poésie sans lyrisme, ou plutôt je la conçois intellectuellement. La poésie peut jouer de concepts, pourquoi pas, peut être aussi un jeu de mots, après tout, peut être un jeu de mots, et puis jeu sur les représentations, elle peut être de recherche, c'est légitime, mais en même temps, je pense que sa durée, sa capacité d'échange, sa potentialité de partage est faible dans ces cas-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quelque part en poésie, on cherche le plus grand langage. Un langage qui touche la raison, l'esprit, la représentation, mais qui touche aussi l'émotion, la sensibilité. C'est le plus grand langage. Dans le petit interview que nous avions réalisé pour Le Chien dans Écume, tu emploies l'expression « faire toucher du doigt ». Oui, voilà. Je pense que souvent, alors une certaine forme de poésie, mais quelque part, toute poésie fonctionne quand même à partir de là, de faire toucher du doigt, effectivement, de rendre palpable, concret, ou en tout cas devinable, si j'ose dire, des choses que l'on pressent sans pouvoir les nommer. Nommer, c'est pas si évident. Quelquefois, nommer un mot, un nom, enferme les choses. Et, tandis que la poésie fonctionne plutôt par suggestion. Elle n'enferme pas. Elle fait jouer ce qu'on appelle la polysémie, les sens un peu divers, qui rayonnent. Et c'est cette espèce de vibration qu'elle crée à travers une image et tout, qui nous fait
pressentir, toucher du doigt, des choses sans les enfermer, sans les racornir, sans les... Alors, ici, nous sommes sur la place du livre, en quelque sorte, aux voies vives, entourés d'arbres. L'importance du vent, je pense toujours aux feuilles d'herbe. Alors, j'allais dire aux feuilles d'arbre, mais Whitman, je crois que tu étais dans cette tradition-là, dans ta poésie lyrique. On pourra évoquer ça peut-être une autre fois, tes influences et tes sources en poésie. Mais là, bon, parle-moi de cette place, de ce soleil. Je crois que parle-moi de cela en poète. Oui, alors en poète. Si. Pour moi, déjà, il y a beaucoup de choses et c'est des rencontres. Il y a effectivement les arbres. Je ne sais pas si tu as vu tous les oiseaux qui passent entre ces arbres. Il y a aussi des fils électriques dans les arbres. C'est parce qu'on est aussi dans la dimension humaine. Et puis si on descend encore un peu, il y a les stands, il y a les livres. Quelle production humaine plus élaborée qu'un livre? Et en même temps, les livres, ils renvoient aux feuilles de papier, mais aussi aux feuilles d'arbre, parce que les livres renvoient au monde, à la nature. Donc on a cette espèce d'échange, c'est assez fabuleux. Et puis il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui feuillettent, il y a des gens qui passent, comme les oiseaux, sans s'arrêter, mais ils sont dans leur élément aussi. Et puis il y a du vent, et le vent qui fait du bien, parce que parce que le vent, ça parle toujours... Là, ici, il parle de la mer. Ailleurs, il parle... C'est une voix qui circule aussi. Aragon ne faisait pas de différence essentielle entre la prose et le vers. Pour lui, tout n'était que poésie. Alors tu es aussi romancier, c'est moins des romans que tu as écrits dont je voudrais que l'on parle, mais sur la poésie. Est-elle dans l'écriture partout? Peut-elle être partout, quelle que soit la forme que le livre prend? Bien sûr. Non. Pour moi, la poésie, ça ne se réduit pas à un genre ou à même une présentation de texte avec des vers ou sans vers. Il y a, je crois, moi je parle d'une parole poétique, une parole qu'on peut penser écriture, mais je veux dire une parole poétique, c'est une façon de faire jouer le langage de telle sorte que d'abord il suggère. D'autre part, qui joue sur les images, qu'il joue sur les sonorités de la langue, que dans l'ordinaire, dans le quotidien, on n'utilise pas, on s'en fout de savoir s'il y a des allitérations. Le langage, comme disait Sartre, le langage habituel est transparent. Le poète cesse de l'utiliser comme simple outil. Il lui donne du sens, même à la musicalité des phrases. Et puis donc il y a cette charge d'image. Donc dès lors, et puis bon, il y a surtout aussi passer toujours à côté, éviter le lieu commun, disons l'attendu, le cliché qui fait que le sens s'évapore. La parole poétique, je dis bien parole, je dis pas poème, je dis parole poétique parce qu'après on la trouve à des degrés divers dans tous les textes. Mais la parole poétique, c'est celle qui, comme disait Barthes par exemple, qui va faire un détour pour éviter le cliché. Si j'ai un ami, le je t'aime par exemple, le je t'aime, voilà, c'est une formule je t'aime, mais elle dit ce qu'elle veut dire et en même temps elle ne dit rien, tellement rabâchée. Elle est comme une batterie, elle est usée, elle s'est vidée. Pour la recharger, il faut faire ce que Barthes appelait des détours par un style indirect. Il dit la littérature commence avec ce style indirect. Pareil, si je veux témoigner ma compassion à un ami qui a perdu un proche, je ne lui dis pas simplement condoléances, même si le mot condoléance est précis et dit bien ce qu'il veut dire. Il va falloir, pour lui signifier que je partage sa peine, que j'utilise le langage de manière beaucoup plus riche, beaucoup plus suggestive, plus forte. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, la parole poétique. C'est un chemin de crête, la parole poétique ou la poésie. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la banalité, le sens qui est vide. De l'autre, il y a l'originalité poussée très loin, qui tombe, et on tombe dans l'hermétisme. L'originalité absolue suppose qu'il n'y a plus de part commune entre le locuteur et celui qui écoute. On est dans le silence. Et entre les deux, il y a un chemin de crête, et moi je l'appelle poésie. Est-ce que... Je finis juste par rapport à ça. Donc il y a cette parole poétique, et alors après, elle a des densités selon les auteurs, et puis la volonté d'un même auteur, selon ce qu'il a envie de faire. Il va jouer sur une très grande condensation de cette parole, et ça, je crois que c'est le poème à ce moment-là. Ou alors, il a dilu, et ça peut être un récit poétique, voire un roman, voire des proses, ce qu'on appelle des proses poétiques, des poèmes en prose. Et il y a des densités différentes, mais c'est toujours la même chose à la base, quoi. C'est toujours une façon de faire fonctionner la langue et d'essayer de donner du mérite à la vie, je dirais. C'est Charles Minetti qui disait ça. La poésie, c'est ce qui donne du mérite à la vie.
mais à travers les mots, bien sûr, comme on peut donner du mérite à la vie, je crois, à travers la peinture, à travers la musique. Et alors cette densité, cette différence de densité, crée, selon les cas, un poème, un récit, mais je ne vois pas de frontière entre tout ça. Moi, je pense qu'il y a des densités, on passe de l'un à l'autre d'une manière pratiquement insensible, quoi. On est quelque part dans une façon de se réapproprier le monde. Le jeu, jeu est un autre, quoi. C'est dans la mesure où je retrouve chez l'autre quelque chose qui me ressemble, et quand lui me lit, qu'il retrouve quelque chose qui lui ressemble en moi, dans mes textes, c'est là où les ponts sont ouverts.